Mais aujourd'hui, on va parler de génétique, mais on va commencer à parler de diversité. Et une des questions majeures qu'on se pose tous, qu'on peut se poser, c'est pourquoi on est différent. Pourquoi on est plus grand, plus petit, pourquoi on a plus de poids, pourquoi la pigmentation de notre peau varie entre individus, entre populations, et même pourquoi on n'est pas tous égaux face à la maladie. Pourquoi, si on met ici, par exemple, la bactérie qui fait la tuberculose, juste une personne sur 10, et je vous infecte tous avec la tuberculose, mais juste une personne sur 10 va vraiment développer la maladie. Pourquoi? Est-ce que c'est l'âge? On sait que la réponse est oui. Plus on est âgé, plus on a la tendance à moins bien monter une bonne réponse immunitaire. Mais il y a d'autres facteurs, le sexe par exemple. On sait que les hommes et les femmes vont être différents face à certaines infections ou face à certaines maladies immunitaires, comme des maladies auto-immunes ou inflammatoires. Mais même si on tient compte de l'âge et du sexe, il peut y avoir d'autres facteurs qui nous rendent différents. Et c'est là que c'est mon expertise et celle de mon laboratoire, c'est les facteurs génétiques, ce qui est écrit dans notre ADN, et j'y vais revenir. Donc, la génétique, c'est un outil qui nous permet de comprendre nos relations aux maladies, mais je vais vous montrer aussi maintenant comme la façon dont la génétique nous permet aussi de comprendre notre histoire, l'histoire de nos ancêtres, d'où nous venons. Et vous allez voir comment comprendre l'histoire de nos ancêtres, donc du passé, nous permet de mieux comprendre le présent et éventuellement envisager un futur, dans le sens que comprendre notre passé peut nous donner des renseignements sur nos liens avec les maladies. Et pourquoi? Simplement parce que qui sommes-nous? Nous ne sommes pas autre chose que les descendants de ceux qui ont survécu au passé. Nous ne sommes pas autre chose que les descendants de ceux qui ont survécu les grandes épidémies du choléra, de la grippe, etc. Et c'est ça qu'en génétique, on sait faire. Regardez où c'est cette résistance aux maladies dans nos gènes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la génétique, juste 2 secondes pour se mettre tous au niveau. Vous savez que notre corps est fait de plein de cellules, et chaque cellule, il a un noyau, et c'est dans les noyaux des cellules qu'on a les chromosomes. Et si on déplie un chromosome, c'est là qu'on trouve l'ADN. Et l'ADN, ce n'est pas autre chose qu'une suite de lettres, G, A, T, C, 3 milliards de fois. Et c'est ça qui fait notre génome. Le génome, c'est juste l'ensemble de l'ADN. Et dans l'ADN, donc dans le génome, on peut avoir des petits morceaux, et ces petits morceaux sont ce qu'on appelle les gènes. On a 20 000 gènes environ dans le génome. Et chaque gène n'est pas autre chose qu'une combinaison de lettres, et chacune de ces combinaisons va coder ce qu'on appelle une protéine, et les protéines, c'est ceux qui ont des fonctions, c'est-à-dire il y a des gènes qui vont participer dans la pigmentation de la peau parce qu'ils codent des protéines impliquées par exemple dans la production de mélanine, etc. Donc, le génome, c'est l'ensemble de l'ADN, 3 milliards de lettres. Les chromosomes, vous savez, c'est ce qui contient l'ADN, donc 23 paires chez les humains. Et on va parler souvent dans cette présentation de mutations. Et les mutations, ce n'est pas autre chose qu'un changement dans cette séquence de lettres. Donc on dit, par exemple, la mutation associée à la mucoviscidose. Donc la mutation associée à la mucoviscidose, ça peut être, bon, en l'occurrence, la plus fréquente n'est pas une mutation qui change de C à T, comme ici, mais c'est juste qu'il y a un morceau dans l'ADN qui est parti de quelques nucléotides. Mais en gros, une mutation, c'est un changement. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans qu'on connaît la séquence de l'ADN, la séquence de notre génome, donc de ces 3 milliards de bases. Ça avait été annoncé vraiment en grande pompe en 2001 que c'était le premier brouillon de cette séquence. C'était annoncé par Bill Clinton à l'époque. Et ça durait presque 20 ans, finir complètement
de connaître la suite de ces 3 milliards de bases. Mais il y a un problème important quand on parle de la séquence du génome, donc le génome, c'est qu'il n'y a pas un génome. On n'est pas tous une copie l'un de l'autre. On n'est pas des clones. Il y a de la diversité entre nos génomes. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à certains consortiums internationaux, ensuite, que vous pouvez voir quelques exemples ici, celui-là un peu partout dans le monde, celui-là c'est en Grande-Bretagne, mais toutes les populations de la Grande-Bretagne, plus asiatiques, Japon et All of Us, c'est un énorme consortium extrêmement intéressant des États-Unis, qui avait comme but un grand nombre de séquences des gens de différentes origines. Je me demande ce qui va en rester de ça avec la nouvelle administration aux États-Unis, qui, comme vous savez, elle est très contre tout ce qui finance la diversité. Et encore moins si c'est au-delà des Blancs, en gros. Donc, mais pour que vous voyez l'intérêt de découvrir la diversité génétique entre nous, et qu'il n'y a aucun sens quand on parle d'une séquence de référence, c'est que chacun de nous, si je prends 2 personnes au hasard dans cette salle, quelles que soient nos origines ethniques ou géographiques, il y aura 0,1% de notre génome va être différent. Ce qui paraît très peu, mais c'est quand même beaucoup. Parce que excusez-moi, je suis enrhumé, il fait très froid dans cette salle, non? OK. Donc, 0,1%, non, et ça n'aide pas mon accent, c'est ça que je voulais dire. Le 0,1% de 3 milliards de bases, quand même, ça fait que si on prend 2 personnes au hasard dans cette salle et on compare nos génomes, il y aura 3 millions de différences. Chacun de nous, on a 10 000 mutations qui altèrent les protéines, donc qui fait qu'on peut être un peu plus grand, un peu plus petit, et plein d'autres fonctions. Chacun de nous est né avec entre 50 et 100 mutations associées à une maladie. Alors, la raison pour laquelle la plupart de nous, on n'est pas malade, c'est qu'on a juste hérité une de ces mutations de soit de la mère, soit du père. Et pour développer les maladies, ces maladies-là en particulier, il faut avoir les 2 copies. Dépendant de l'histoire de la population, le nombre de mutations associées à des maladies peut varier. Des populations qui ont été un peu isolées ou des populations dont leur taille de population a été réduite à un certain moment, en moyenne, peuvent montrer une fréquence plus élevée de certaines maladies génétiques. On a plein d'exemples depuis les années 20, les Sardes, les Finlandais, les Juifs ashkénazites et plein d'autres, les Québécois, plein d'autres populations. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont certaines maladies génétiques à des fréquences plus élevées, et c'est là qu'est commencé depuis quand même des décennies tout ce que c'est le conseil génétique. Et enfin, on sait aussi qu'il y a peu de différenciation génétique entre populations humaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart de la diversité des différences qu'il y a entre nous se trouve entre 2 individus, quelles que soient leurs origines génétiques, leurs origines ethniques. Et les différences entre populations restent extrêmement faibles, ce que d'un point de vue biologique abolit le concept de race. Que, comme vous savez, la race, c'est quelque chose qui existe chez les chiens, par exemple, il y a les caniches, les bergers allemands, mais chez les humains, ça n'existe pas. Donc, le racisme, c'est une construction sociale, culturelle, n'a aucune base biologique. Donc, si on compare les génomes de 2 personnes, vous voyez, il y a des différences, ici que j'ai mis en bleu, mais ce que c'est important de savoir, c'est que la plupart de ces différences n'ont pas d'effet. Ils ne font rien. Mais l'étude de ces différences, de ces mutations qui n'ont pas d'effet, est utile pour mieux comprendre les origines des humains et des populations humaines. Et c'est grâce à ça qu'on sait aujourd'hui que les humains, grâce à ça, évidemment, à l'archéologie et à l'anthropologie, mais les humains se sont originés en Afrique il y a environ 300 000 ans,
on ne sait pas encore très bien où en Afrique. Ils ont quitté l'Afrique, nos ancêtres, il y a 60 000 ans, pour très rapidement s'installer en Europe et en Asie, et aussi dans une partie du Pacifique, mais qu'une partie, j'y reviendrai. Il y a environ 20 000 ans, ils ont traversé le détroit de Bering pour arriver en Amérique, et d'une façon relativement tardive, en tout cas dans le point de l'évolution, sont arrivés en Polynésie dans les dernières entre 1000 et 4000 ans. Mais ce que c'est important, c'est que tous ces voyages, toutes ces migrations se voient accompagnés, et vous allez voir pourquoi c'est un intérêt aussi médical, se voient accompagnés d'une perte de diversité. Pourquoi? Parce que quand nos ancêtres ont quitté l'Afrique, ce n'est pas tous les Africains qui ont quitté l'Afrique. C'est un sous-ensemble des Africains, donc un sous-ensemble de cette diversité génétique. Et chaque fois comme ça, c'est ce qu'on appelle un effet fondateur en série. Chaque fois, une population va se déplacer, et ça va être évidemment un sous-ensemble de cette population, donc un sous-ensemble de cette diversité génétique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous comparez ici la distance en kilomètres de l'Afrique par rapport à la diversité génétique des populations humaines, vous allez voir que les populations évidemment les plus diverses sont les populations africaines, mais dès que vous vous éloignez de l'Afrique, d'une façon assez linéaire, la diversité génétique de ces populations va diminuer. Et les populations de l'Océanie se situent à ce niveau-là, c'est-à-dire au même niveau de diversité, ce qui veut dire assez peu que des populations d'Amérindiens, c'est-à-dire les peuples autochtones de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est le schéma qui schématise ce que je vous disais. Ça, c'est le passé, ça, c'est le présent. Les couleurs, c'est la quantité de diversité génétique. Une population stationnaire ne perd pas de la diversité génétique, mais une population qui sort d'un effet fondateur va perdre la diversité génétique. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça, c'est le hasard qui va faire ça. Quand une population part d'Asie pour s'installer en Micronésie, ce n'est pas toutes les couleurs qui sortent. Et par hasard, il peut y avoir que le vert et le bleu qui vont sortir. Et vous voyez, la population actuelle aura moins de diversité génétique juste par l'effet du hasard et de l'effet fondateur. Et c'est ce qu'on appelle en jargon en génétique la dérive génétique. Donc prenons un exemple inventé, mais qui peut nous parler plus, en tout cas ce soir. Si on va en Asie, ça c'est une population inventée en Asie, et les mutations bleues sont associées à un poids santé, si on simplifie énormément ce que seraient les bases génétiques de l'obésité, évidemment. En orange, surpoids, et les mutations rouges sont associées à l'obésité. Ça, c'est en Asie. Mais il y a un groupe d'Asiatiques qui sont venus finalement en Polynésie. On va revenir à la fondation de la Polynésie. Mais ils ont passé par la Mélanésie, donc c'est qu'un groupe d'Asiatiques qui sort. Et par hasard, la mutation de surpoids, elle part, et il survit juste les mutations associées au poids santé ou à l'obésité. Et après de Mélanésie, ils arrivent finalement en Polynésie, mais pas tous les Mélanésiens, encore une fois, juste un sous-groupe. Et par hasard, donc par dérive génétique, vous vous retrouvez avec que les mutations rouges sont plus représentées que les mutations bleues, et ça pourrait expliquer une prévalence plus élevée d'obésité en Polynésie. Encore une fois, au cas où il y avait des journalistes, parce qu'après il a dit que ça c'est tout, mutation rouge. Non, ça c'est faux et inventé. C'est juste pour illustrer comment une mutation peut être à l'origine, une mutation à l'origine d'une maladie peut être due juste au hasard et aux effets fondateurs. Mais il n'y a pas que le hasard, il y a des mutations qui nous permettent de s'adapter à l'environnement. Et ça, lors des migrations des humains à travers la planète, ils ont dû s'adapter à différents climats,
à différentes ressources nutritionnelles et à différents pathogènes. Et ça, c'est la base de l'adaptation génétique à l'environnement. Aujourd'hui, depuis une bonne vingtaine d'années, on a des exemples iconiques de comment on peut s'adapter à l'environnement. Par exemple, des mutations en Europe et en Afrique ont permis à ces populations, d'une façon indépendante d'ailleurs, d'être capables de digérer le lait à l'âge adulte. D'autres mutations ont permis à des populations au Tibet, aux Andes et dans les highlands de l'Éthiopie de vivre dans des situations extrêmes de hypoxie. En altitude, vous savez, à 2-3 000 mètres, il y a 40% de moins d'oxygène. C'est une situation assez extrême pour les humains, l'hypoxie, et eux se portent très bien grâce à certaines mutations génétiques. Et enfin aussi, une des choses qui a conduit un peu le plus l'adaptation génétique des humains sont les pathogènes, à cause de la mortalité immense qu'ils ont infligée tout au long de notre histoire et qu'ils continuent à infliger. Et il y a des mutations génétiques qui permettent de résister, par exemple, au paludisme en Afrique. Mais que ces mutations qu'il y a entre nous soient dues au hasard ou à l'adaptation, ici, ces mutations rouges, ils auront un effet. Et ils auront un effet sur ce qu'on appelle nos phénotypes, c'est-à-dire ce que nous sommes, soit visiblement, comme simplement nos apparences physiques, soit plus physiologiquement, ce qu'on ne voit pas, adaptation au climat, métabolisme des aliments. Notre génétique peut aussi participer à nos différences de traitement thérapeutique. La réponse à certains antibiotiques, comme l'isoniazide, est due en grande partie à notre patrimoine génétique. Il peut expliquer nos différences face au traitement. Et enfin, l'exemple que je vous donnais avant, c'est notre génétique peut aussi nous rendre différents, soit dans la susceptibilité, vulnérabilité à être infecté par un pathogène, bactérie ou virus, soit une fois infecté, à développer ou pas la maladie ou la sévérité de la maladie. Mais le problème majeur en génétique humaine, c'est qu'il y a une diversité manquante dans les études. 78% de toutes les études de génétique humaine dans le monde, je parle de génétique humaine aussi appliquée à la maladie surtout, sont faites sur des individus d'origine européenne, qu'ils soient en Europe, Amérique du Nord, Australie et d'autres endroits. Tandis que tous les individus d'origine européenne dans le monde ne font que 16% des habitants de la planète. Donc, mis à part les considérations éthiques, c'est juste une question biologique. On est en train de voir une fenêtre très minuscule de la relation entre génétique et maladie ou différences physiologiques et autres. En plus, la plupart des études ne sont pas seulement faites sur des individus d'origine européenne, mais sur des individus qui vivent dans des milieux urbains avec un mode de vie très occidental. Quid de ce que s'appelle les interactions gène-environnement. Les mêmes mutations associées à l'obésité en Europe, est-ce qu'ils vont se comporter de la même façon avec des populations avec un autre patrimoine génétique et exposées à différents environnements et différents modes de vie? Point d'interrogation. Et enfin, comme vous voyez, le Pacifique est presque absent dans les études génétiques. Vous aurez du mal à le trouver parce que la couleur, presque on ne la voit pas, c'est ici. Et ils n'ont même pas le droit à sa propre couleur, c'est moins de 0,1% des études. Et ils sont mélangés avec les gens du Moyen-Orient et les populations d'origine amérindienne. Et c'est là que c'est pour ça qu'avec Mai, on a voulu faire cette étude. Mais qu'est-ce qu'on sait du peuplement du Pacifique et qu'est-ce qu'on ne sait pas? Donc, comme je vous disais avant, une partie du Pacifique a été peuplée très tôt, juste après la sortie de l'homme de l'Afrique. Il y a entre 40 et 60 000 ans, les humains arrivent en Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Et il s'arrête ici, dans cette ligne imaginaire ici, qui va séparer ce qu'on appelle l'Océanie proche de l'Océanie lointaine. Cette division est juste la partie de l'Océanie qui a été peuplée très tôt, jusqu'aux îles Salomon, et le reste, on l'appelle l'Océanie lointaine, parce qu'elle était peuplée pour la première fois 30 000 ans après. C'est-à-dire, il y a 5 000 ans, des populations parlant des langues austronésiennes sont sorties de Taïwan, ils sont descendus vers l'Indonésie, ils ont passé dans toute cette région de l'Océanie proche qui était déjà habitée par les peuples papous, et ils sont rentrés pour la première fois en Océanie lointaine, c'est-à-dire les premières îles qu'on trouve, c'est les îles Vanuatu, et ils arrivent quand même, il y a environ 3000 ans, en Polynésie de l'Ouest, Samoa et Tonga. Après, il y a encore ce qu'on appelle la pause d'environ presque 2000 ans, parce qu'il s'arrête là, et c'est que dans les dernières, entre 1300 et 700 ans, que les humains arrivent en Polynésie de l'Est, donc où sommes-nous aujourd'hui, et il y a 700 ans, ils arrivent à ce qui délimite ce qu'on appelle le triangle polynésien, vous connaissez mieux que moi, 700 ans Hawaï, Rapa Nui et Aotearoa, la Nouvelle-Zélande. Mais ça ne s'arrête pas là, ça c'est les ancêtres des Polynésiens d'aujourd'hui, mais il y a eu d'autres peuples qui après sont arrivés. Bon, je n'ai pas fini avec les Polynésiens, parce que les Polynésiens, ils sont partis entre il y a 750 ans, pas tous les Polynésiens évidemment, toujours un groupe, vers la Mélanésie. Et aujourd'hui, il y a des groupes de Polynésiens qui habitent en Mélanésie. Et encore, il y a 750 ans, il y a des interactions entre les Polynésiens et des natifs américains, donc des Amérindiens. Et après l'arrivée des Européens, il y a moins de 500 ans. Et qu'est-ce qu'on sait de l'adaptation génétique du Pacifique à l'environnement? Donc presque rien. Il y a juste une étude au Samoa qui a identifié une mutation associée à un indice de masse corporelle élevé. Et en plus, cette mutation, il paraît qu'elle était, leurs analyses montrent qu'elle aurait été avantageuse. Ce qui paraît un contresens. Comment c'est possible qu'une mutation associée à l'obésité, en gros, a été avantageuse, a été sujette à la sélection naturelle? Et ça, c'est ce que s'appelle l'hypothèse du gène épargnant, c'est que 99% de notre histoire, on a tous vécu en famine, nos ancêtres, et des mutations qui, avec le minimum de nourriture, permettaient à nos ancêtres de maximiser la production d'énergie, de stocker des graisses, ont été sélectionnées. Mais ces mêmes mutations, quand il y a un changement radical de mode de vie et de régime alimentaire, peuvent être les responsables de l'obésité. Et c'est eux qui proposaient cette hypothèse. Donc, ce qui reste à découvrir, c'est au fond de qui descendent exactement les Polynésiens et quelle est leur histoire démographique, quels sont les effets des mutations qu'on trouve aujourd'hui en Polynésie sur les caractères, y compris les maladies. Et enfin, et peut-être une des questions les plus importantes, pourquoi il y a une prévalence plus importante de certains traits métaboliques, obésité, diabète, hypertension et autres, en Polynésie que dans d'autres endroits dans le monde? Pourquoi, simplement? Et c'est là que je vous présente donc les résultats du volet génétique du projet Mataea. Donc, le génome, donc l'ensemble des 3 milliards de lettres de chacun des 1770 participants a été séquencé, ce qui a permis d'identifier 57 millions de mutations. Et ce qui est intéressant, c'est que 3 millions de ces mutations sont spécifiques des Polynésiens. Donc, ce sont des mutations polynésiennes.
Pour comprendre un peu la place des populations des 5 archipels de la Polynésie de l'Est, vous voyez ici, chaque point c'est un individu, et on peut comparer en génétique humaine, on peut comparer les génomes des différentes populations, et plus deux individus sont loin, plus ça veut dire qu'ils sont distants génétiquement. Vous voyez les Européens ici, vous voyez les Papous ici, et les individus, les Polynésiens, vous voyez qu'ils sont tous cet groupe d'individus. Il y en a qui sont très en bas ici, et il y en a qui vont vers le haut, ce qui commence à suggérer qu'il y a un certain métissage avec les Européens. Pardon. Mais il y en a certains qui se localisent sur cette ligne, et vous voyez aussi que les Polynésiens, ça c'est Tonga et Samoa, sont déjà plus près des Papous, et encore sont plus près des Papous les Polynésiens des îles Salomon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir en détail. Mais avant de le voir en détail, comment la génétique explique l'histoire de la Polynésie, mais aussi l'histoire de certaines maladies, les gens, donc les Polynésiens, vous savez très bien vos origines, et là, la génétique ne fait que confirmer les origines. Je ne parle pas de la population individuelle de chacun. Parce que ce que c'est intéressant à comparer, c'est ce que les participants de l'étude, comment ils se sont auto-identifiés dans le questionnaire, donc chinois asiatique, demi ou popa, et ce que la génétique dit après. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a fait, le profil génétique. En turquoise, c'est un profil plutôt polynésien, en bleu, plutôt européen, et en vert, plutôt chinois. Et vous voyez que ceux qui se sont identifiés comme chinois asiatiques, génétiquement, sont assez chinois asiatiques. Chaque ligne, c'est un individu. Ici, il doit y avoir 300 individus. Hein. Donc vous voyez que le premier individu, ici, il est complètement vert. Donc ça veut dire que tout son génome est asiatique. Mais vous voyez que quelqu'un qui s'est identifié comme chinois ou asiatique, au fond, il est environ 30% asiatique, 50-60% polynésien et 20-30% européen. Donc après, c'est un discours qu'on peut avoir après dans les questions, la différence entre ce qu'on est biologiquement et ce qu'on est culturellement ou ce qu'on veut être. On a la liberté de tout. Ceux qui sont auto-identifiés comme demi sont assez métissés, comme vous voyez. Il y a un peu de toutes les couleurs. Évidemment, ceux qui se sont identifiés comme popa sont essentiellement d'origine européenne. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart, donc ceux qui se sont auto-identifiés comme je suis polynésien ou je suis polynésienne, sont essentiellement à niveau génétique turquoise, ça veut dire profil génétique polynésien, mais quand même avec du métissage un peu dans certains asiatiques ou européens. Et comment ça se comporte à niveau des différentes îles? Donc environ quelle que soit l'île, quel que soit l'archipel, plus de 70% du profil génétique de la population d'aujourd'hui est d'origine polynésienne, avec une influence importante quand même du métissage avec les Européens, dans certains archipels plus que dans les autres, comme dans les îles de la Société, plus que par exemple dans les Australes, que vous voyez que c'est moins de 20%. Et aussi, on a identifié une quatrième composante génétique chez les Polynésiens, à très faible fréquence, que vous allez le voir ici. Si on fait un zoom de ça, vous voyez cette partie jaune ici, environ 2%, j'y reviendrai, d'origine amérindienne, donc natif américain d'Amérique. Dans les 3 îles Marquises, on trouve ça, et dans les Gambiers. Et au fond, on le trouve un peu dans tous les archipels. Vous allez le voir. Ça, mais maintenant, on s'intéresse donc à ces différents composants des Polynésiens, mais concentrons-nous que sur la partie turquoise, parce que c'est là qu'on va comprendre l'origine des ancêtres des Polynésiens.
parce que la partie européenne ou la partie chinoise, c'est du métissage récent. Donc d'où vient cette partie turquoise? Et ce qu'on a pu quantifier, ici sont les Polynésiens de l'Est, donc d'ici, et c'est que le profil génétique polynésien, c'est le résultat du métissage entre des populations austronésiennes qui viennent de Taïwan et des populations papoues. Alors, vous pouvez voir ici la composante papoue, on peut estimer aussi la composante de Taïwan, c'est juste l'inverse, mais il est d'environ 25% dans les populations de la Polynésie française. Donc c'est pour ça que la composante génétique polynésienne ici est environ 75% austronésienne de Taïwan et 25% papou. La composante papou est plus élevée en Polynésie de l'Ouest. À Tonga, c'est presque 30%. Beaucoup plus au Fidji, 60%, et évidemment beaucoup plus dès qu'on va en Mélanésie comme aux îles Vanuatu. Mais en génétique, on peut aussi dater quand ces événements de métissage ont eu lieu. Donc quand les ancêtres des Polynésiens, quand ce groupe venant de Taïwan, quand s'est métissé avec un groupe d'origine papou, et évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a vu que ce métissage, c'est il y a environ 2200 ans. Donc avant le peuplement de la Polynésie. Donc avant, il y a eu un groupe, en Polynésie de l'Ouest, peut-être, Samoa, Tonga, on ne sait pas, c'est l'hypothèse, il y a un groupe qui s'est métissé, des Austronésiens de Taïwan, qui s'est métissé avec des peuples papous. La composante amérindienne, vous voyez qu'elle est présente à des fréquences plus importantes au Gambier et aux Marquises, donc presque 2%, mais beaucoup plus faible dans les autres archipels, mais vous voyez quand même que la variabilité interindividuelle est assez intéressante. Certains individus des Marquises, presque 10% de leur génome, parce que ça continue, peut venir, on peut le retracer à des origines amérindiennes. Et là, on l'a daté, cet événement de métissage avec des peuples amérindiens, il y a environ 750 ans. Bon, pas de surprise, la composante européenne varie aussi, entre en moyenne aux alentours de 10%, mais il y a des individus, surtout si on est ici aux îles de la Société, vous voyez que ça peut aller de 0 à presque 80%. Mais bon, il faut regarder la moyenne. Et évidemment, on l'a daté il y a environ 200 ans. Donc, en résumé, les ancêtres des Polynésiens d'aujourd'hui se sont séparés d'une population qui est sortie de Taïwan il y a environ 5000 ans. Il y a 2200 ans, il y a eu ce grand événement de métissage entre ces ancêtres, des gens provenant de Taïwan, qui se sont métissés avec des peuples bantous, pardon, pas bantous, c'est en Afrique, papous, qu'on a pu même voir que sont plutôt des papous des îles Bismarck d'aujourd'hui. Et très rapidement, après ce métissage, il y a environ 2000 ans, ils se sont divergés en 3 grands groupes, les Polynésiens, entre ceux qui vont devenir après les Polynésiens de l'Ouest, Samoa, Tonga, ceux qui vont devenir les Polynésiens de l'Est, donc vous, et ceux qui vont repartir vers la Mélanésie, ce qu'on appelle les Polynésiens de Mélanésie. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on a pu voir aussi que c'est cette réduction que vous voyez ici, qu'en Polynésie, dans les 5 archipels de la Polynésie française, les ancêtres polynésiens, ils étaient très peu nombreux. Donc il y a eu un effet fondateur très fort, donc une réduction de la taille de la population. Ce qui peut entraîner des changements génétiques, comme je vous ai montré, importants, juste par le hasard. Et enfin, la Polynésie actuelle accueille une grande diversité génétique, résultat de l'arrivée
d'autres diversités génétiques plus récentes. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait de toute cette histoire des ancêtres des Polynésiens? Aujourd'hui, nous sommes, bon, vous êtes, si on parle des Polynésiens, le résultat de tous ces événements. Et comment la génétique qui en résulte de tout ça peut affecter les caractères. Et c'est ça qu'on s'est posé comme question dans le cadre de Mataher. Et ici, vous avez l'exemple dont Mai vous parlait avant, l'IMC ou le diabète. On sait tous que l'alimentation et l'activité physique jouent un rôle majeur. Mais la question que là on s'est posée, c'est et la génétique? Est-ce que va jouer aussi un peu un rôle? Et pour cela, la première analyse qu'on a fait, c'est on peut décortiquer le génome de chacun d'un Polynésien Yotefa, par exemple. On peut voir exactement 80% de son génome polynésien, j'invente, je ne sais pas son génome à lui, mais 10% européen et 10% asiatique. Et ce qu'on a fait pour tous les génomes des 1770 individus, on a pris la partie polynésienne, en gros la plupart du génome. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment la composante génétique polynésienne augmente ou diminue certains traits. J'invente. J'invente pas d'ailleurs, parce que c'est ici. Donc la composante génétique polynésienne augmente ou diminue la taille de l'individu. Est-ce que si on est génétiquement plus polynésien, on sera plus grand ou plus petit? Ici, ce n'est pas significatif, on a tendance à être un peu plus petit. Mais ce qu'on a montré, ce que vous devez regarder, en gros, c'est que les barres rouges sont ceux qui sont vraiment associés. Et ce qu'on voit, c'est que la composante génétique polynésienne est associée à un IMC plus élevé, est associée aussi à une hémoglobine glyquée, donc marqueur de diabète plus élevé, et à une tension artérielle plus élevée. Aussi, ce qu'on a vu, c'est que, ici, ce que vous voyez, mélanine index, ici, c'est la mélanine. On a vu que la composante génétique polynésienne, mais dans ce cas-là, celle d'origine papou, c'est 20-25%, sera associée avec une pigmentation de peau plus foncée. Et la composante génétique polynésienne, celle provenant de Taïwan, est associée à des niveaux plus faibles, vous devez regarder ici en bas, du bon et du mauvais cholestérol. Mai en a parlé, l'LDL et l'HDL. Donc, là, on s'est dit, donc, est-ce qu'il y a un risque génétique de maladies métaboliques plus élevé associé à la génétique polynésienne? Et pour cela, ce qu'on a fait, c'est faire je n'ai pas le temps de vous expliquer comment, mais un type d'analyse, que la question qu'on se pose d'abord, c'est est-ce qu'il y a des mutations qui ont un effet fort sur ces caractères-là, qu'on voit ici? Autrement dit, est-ce qu'il y a des mutations qui ont un effet fort sur la pression artérielle? C'est ce qu'on a fait. Et en gros, je vais vous en présenter. On en a identifié 16 gènes, 16 mutations donc, qui ont des effets forts sur certains de ces traits. Je vais vous en présenter deux. Un parce que c'est spécifique de la Polynésie, et l'autre parce que c'est une maladie dont Mai a parlé, que c'est un problème majeur de santé publique. Donc le premier, c'est qu'on a identifié 3 gènes, 3 régions de notre génome, peu importe leur nom, qui sont impliquées dans le métabolisme du cholestérol. Dans 2 de ces régions, on les a identifiées pour la première fois. Ce qui montre, comme je vous disais au début, l'intérêt d'aussi étudier des populations autres que les européennes pour aussi découvrir d'autres fenêtres de la biologie. Et ce que c'est intéressant, un de ces gènes, DOX6, la mutation rouge, vous voyez, elle est présente
pratiquement qu'en Polynésie. Parce que quand il y a juste un trait noir, ça veut dire qu'elle est absente. Donc elle est présente à environ 10% en Polynésie, aussi chez les Polynésiens de Mélanésie et dans une population aux Philippines. Et cette mutation est associée avec une augmentation du niveau du bon cholestérol, ce qui soulève quand même la complexité du métabolisme du cholestérol. Et l'autre mutation à effet fort, on parle des mutations à effet fort, qu'on a identifiées, c'est une mutation dans ce gène, IGH. C'est un gène impliqué, Maï vous en a parlé, dans la production des anticorps, donc notre réponse immunitaire adaptative, c'est-à-dire celle qui a une mémoire. Et on a trouvé une association entre une mutation dans ce gène et la réponse au virus de la dengue, mais du sérotype 4. Donc si vous voyez ici, c'est la mutation G en rose, qu'elle est présente un peu partout. Celle-là, elle n'est pas spécifique de la Polynésie, mais elle présente les fréquences les plus élevées en Polynésie, comme vous pouvez voir ici. Et cette mutation est associée à une moindre capacité de monter une réponse humorale contre la dengue sérotype 4. Mais la plupart des études qui cherchent des mutations à effet fort, la réponse est toujours il n'y en a pas. Donc c'est un résultat peu intéressant. Mais je trouve qu'il y a parfois les résultats négatifs peuvent être aussi intéressants, surtout quand il s'agit de, par exemple, l'indice de masse corporelle. On ne trouve pas de mutation, parce que à effet fort, il faut qu'il soit au-dessus de la barre rouge. Donc, on ne trouve pas des mutations génétiques à effet fort qui seraient responsables de l'obésité en Polynésie. De même, pour l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire marqueur du diabète. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Mais en revanche, quand on fait d'autres types d'analyses qui ne cherchent pas des effets forts, mais des effets faibles, mais beaucoup d'effets faibles, et beaucoup d'effets faibles combinés peuvent avoir une conséquence sur la maladie, et on trouve que pour l'IMC, on trouve que les Polynésiens présentent des mutations à faible effet qui augmentent l'IMC. Et en plus, on peut même dater que la fréquence de ces mutations qui augmentent l'IMC chez les Polynésiens a augmenté dans les dernières 3000 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? On peut en conclure que la composante génétique polynésienne, majoritaire en Polynésie, est associée à un risque plus élevé d'obésité et de diabète et d'autres maladies métaboliques. Mais quand on creuse ça, on trouve 16 gènes qui ont des mutations qui ont un effet fort sur certains traits métaboliques et immunitaires. Et important, pour l'obésité et le diabète, ce que nos résultats montrent, c'est qu'il y a un terrain génétique qui augmente un peu le risque. Mais surtout, c'est l'interaction avec le mode de vie. Autrement dit, il y a un terrain qui augmente un peu le risque d'avoir plus de tendance vers une obésité que son voisin, mais ce qui expliquerait la prévalence beaucoup plus importante, c'est le mode de vie et l'alimentation. La prochaine question qu'on se pose, c'est quels autres facteurs pourraient être impliqués dans cette prévalence plus importante d'obésité et d'autres maladies métaboliques en Polynésie. Et c'est là qu'on va vers les perspectives et les suites du projet. Et on essaye de comprendre avec Maï donc, le lien entre le métabolisme et aussi l'immunité et l'inflammation. Tout est relié. Et on a vu que la génétique peut jouer un rôle, mais elle n'explique pas, elle n'est pas, comment dire, déterminante, c'est-à-dire, ce n'est pas une fatalité. Donc, il y a d'autres facteurs qui expliquent tout ça. Et ces autres facteurs, évidemment, probablement un des plus importants, c'est le mode de vie, mais aussi le sexe, l'âge. On sait que quand
plus on vieillit, ça aura une influence sur notre système immunitaire. Et aussi, les hommes et les femmes, leur système immunitaire ne va pas vieillir de la même façon. C'est des projets qu'on a en ce moment. Et aussi, et Maï vous en a parlé, on sait que dans l'obésité, par exemple, dans l'inflammation, dans l'immunité, il joue aussi un rôle, pas seulement notre génétique à nous, notre ADN, mais les milliers de bactéries qui vivent dans nous, sur notre peau, dans notre intestin. Et dans le cas de Mattea, comme Maï vous a dit, on a pu séquencer les selles de presque plus de la moitié des individus. Et à partir des selles, on peut reconstruire leur flore intestinale. Et les résultats vraiment préliminaires, parce que ça, tandis que ce que je viens de vous montrer, c'est le projet génétique partie finie, la partie microbiote est presque vient de démarrer, le séquençage. On a pu identifier 3000 espèces connues dans la flore intestinale des Polynésiens, surtout des bactéries, mais environ 2000 espèces que ne se retrouvent pas dans les bases de données. On pourrait être spécifique de la Polynésie, du Pacifique ou des régions qui n'ont pas été étudiées encore. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut distinguer la composition du microbiote des gens souffrant d'obésité en marron par rapport à des gens étant en poids santé, en vert. Et ça confirme aussi que les personnes souffrant d'obésité, ils ont un microbiote moins diversifié que les individus en poids santé. Tout ça, c'est en cours. J'espère avoir des résultats d'ici quelques mois et avoir donc la bonne excuse pour revenir à vous raconter ça. Mais on est en train d'étudier donc avec Maï et l'ILM beaucoup plus les interactions génétiques, environnement, génétique, mode de vie, que ce soit à niveau populationnel, à niveau cellulaire, pour essayer enfin de comprendre les mécanismes qui expliquent comment notre profil génétique en interaction avec l'environnement peut être responsable de certains caractères, dont des traits métaboliques qu'on a vus aujourd'hui. Donc, je finis en remerciant les gens des 2 laboratoires de l'Institut Pasteur et de l'ILM, nos collaborateurs et les agences de financement qui ont participé à cette étude. Et surtout, je remercie aussi évidemment en premier lieu les participants, parce que sans l'aide et le volontariat de ces presque 2000 Polynésiens de 18 îles et 5 archipels, on ne pourrait pas avoir acquis tous ces niveaux de connaissances qui sont intéressants, pas seulement pour la connaissance, mais pour la santé in fine des Polynésiens. Et je vous remercie à vous pour votre attention.